Bonjour, bienvenue dans le grand JT de l'éducation, très heureux de vous retrouver. Et voici le sommaire: violence, harcèlement, crise des vocations, faible rémunération, ça fait plaisir? C'est le quotidien des profs, tel qu'on le dépeint sur ce plateau et dans les médias de manière générale depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors aujourd'hui, on a voulu donner la parole à une prof qui n'est pas aussi pessimiste. Ça fait du bien de l'entendre. Dans Le Bon Point, on va parler de l'apprentissage par les oreilles. Ça s'appelle des podcasts, vous connaissez sans doute, mais quand c'est en version pédagogique, ça peut faire des miracles. Et puis on va terminer cette émission évidemment avec Malika Ménard, son invitée, la grande artiste Philippine Lavray, qui se livre à des confessions pas piquées des hannetons. Avant ça, l'actu du jour avec Emma Ferret. Bonjour Emma. Bonjour Guillaume. On commence avec les JOP, les Jeux Olympiques Paralympiques. Le sujet sur toutes les lèvres, mais il concerne cette fois les étudiants. Et oui, ces fameux étudiants qui bénéficient d'un logement amené à être réquisitionné pour la compétition. On en a parlé ici, ça fait polémique. Hier, la ministre Amélie Oudéa-Castéra a tenu à rassurer et à rappeler qu'un questionnaire avait été distribué à ces derniers afin de répondre à leurs besoins de relogement. Elle s'est exprimée à l'Assemblée. Aucun d'entre eux n'est laissé sans solution de relogement, ni dans l'immédiat, ni pour la rentrée de 2024. Un logement leur est garanti. Quand ils doivent se reloger, nous faisons en sorte, bien entendu, qu'il n'y ait pas de surcoût, que leur demande de relocalisation à proximité, par exemple, d'un job d'été qu'ils auraient pu prendre ou de leurs besoins sur des lieux de stage puisse être absolument adressée. Les contraintes particulières liées notamment à un examen ou à toute autre situation spécifique sont là encore prises en compte. Amélie Oudéa-Castéra qui salue ses 1500 étudiants et leur démarche généreuse. SIC. Et à l'Assemblée nationale, toujours une passe d'armes concernant la gratification des stages et la réforme du lycée professionnel. C'est Louis Boyard, député de la France Insoumise, qui a tenu à prendre la parole, dénonçant l'absence de rémunération des élèves depuis le début de l'année. Depuis la rentrée, soit près de 7 mois, plusieurs centaines de milliers de lycéens effectuent leur stage sans être payés. C'était pourtant la grande promesse du président Macron. Plus de stages pour les lycéens de la voie professionnelle et en contrepartie, une rémunération. Alors, Madame la Ministre, voilà ma question. Où est passé le respect ? Où est passé le respect quand on oblige des lycéens à trouver des stages tout seuls ? Parce que tout le monde n'a pas le réseau du lycée Stanislas pour qu'à la fin, dans les entreprises, ils effectuent des tâches sans aucun rapport avec leurs études. Un sujet sur le devant de la scène, à l'heure où la réforme du lycée professionnel fait du bruit. On écoute la réponse de Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement. Oui, nous avons fait avec le président de la République de la filière professionnelle une filière d'excellence. Et notamment, mais vous allez écouter ma réponse. Et notamment avec la réforme de la filière professionnelle qui a pu être mise en place grâce à cette majorité. Cette majorité qui a fait en sorte qu'il y ait effectivement un lien plus étroit entre les entreprises et les étudiants, avec la mise en place de bureaux d'entreprise au sein des établissements, en luttant notamment contre le décrochage scolaire avec des mesures très précises. Et en mettant une gratification sur les stages des lycéens professionnels. Alors j'annonce aux familles et aux lycéens qui peuvent s'interroger aujourd'hui légitimement que d'ici la semaine prochaine, 100 000 jeunes lycéens verront leur gratification arriver et que sur les semaines à venir, le reste des gratifications arriveront. Mais vous voulez parler d'arnaque, monsieur Louis Boyard. Mais l'arnaque ici, c'est qui ? C'est qui ose aussi nous demander des leçons alors que vous êtes opposés à la mise en place de cette réforme. Les gratifications arrivent, un peu tard pour certains, mais elles arrivent. On poursuit ce journal avec une étude dévoilée par Santé publique France. La santé mentale des jeunes filles se dégrade. Il est question de l'état psychique des adolescents, mais surtout de l'écart entre les sexes. C'est une étude relayée par Le Parisien. Alors, on en a déjà parlé dans cette émission. Les jeunes se sentent de plus en plus mal dans leur peau depuis la pandémie de Covid, mais ce qui diffère désormais, ce sont les chiffres. Les collégiens se disant en bonne santé sont passés de 41 à 39% pour les garçons, mais de 31 à 24% chez les filles, avec un risque de dépression 3 fois plus élevé chez ces dernières et un taux d'hospitalisation 2 fois plus important. Et alors, quelles sont les explications dont on dispose ? L'hypothèse principale serait la pression sociale, en tout cas selon le professeur Pellissolo. Les réseaux sociaux sont vécus par certaines comme des diktats et Santé publique France avance également un facteur de stress lié au travail scolaire. Alors Gabriel Attal a déclaré l'état d'urgence de la santé mentale, mais en attendant, les numéros à rappeler sont le fil Santé Jeune, dont le numéro s'affiche, ainsi que celui de prévention du suicide. Allez, on s'interroge ce mercredi
puisque c'est la fête de l'Aïd. Est-ce légal pour un élève de ne pas se rendre à l'école? Une question posée là encore par le Parisien en ce jour de fin du Ramadan. Un sujet qui fait polémique chaque année, alors qu'une absence est bien justifiée et garantie par la loi de mars 2004, la loi laïcité. Alors si les catholiques et les protestants n'ont pas ce problème puisque leur célébration tombe sur les jours fériés, la loi laïcité inscrit les autorisations d'absence pour les fêtes d'autres cultes à condition que celles-ci soient inscrites dans le bulletin officiel. Et l'institution scolaire, elle, de son côté, doit veiller à ce qu'aucun examen ou épreuve importante n'ait lieu ce jour-là. Et alors la vraie question, mais ça fera peut-être l'objet du chronique, c'est est-ce qu'on a le droit d'être absent sur tous les jours de culte si on déclare que l'on a tous les cultes? On va mener l'enquête. On termine par une histoire de justice aux États-Unis. Les parents d'un étudiant américain condamné pour la tuerie commise par leur fils. Oui, c'est une première 3 ans après la fusillade qui avait fait 4 morts et 7 blessés dans un lycée américain. Les parents de Ethan Crumbley ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 15 ans de prison. Lors de son procès, la mère avait témoigné que son mari avait offert un pistolet Sig Sauer comme cadeau de Noël anticipé à leur fils. La mère qui avait elle-même emmené leur fils sur un stand de tir dès le lendemain. Alors ils ont tous les deux été reconnus coupables d'homicide involontaire. Et la juge du tribunal de Pontiac dans le Michigan, Cheryl Matthews, a déclaré: on n'attend pas des parents qu'ils soient devins, mais ces verdicts ne sanctionnent pas de mauvais parents. Ces verdicts confirment les actions répétées ou absence d'action qui auraient pu arrêter une catastrophe imminente. Alors pourquoi pas peut-être un premier pas vers le durcissement du second amendement. Eh bien, on suivra ça très près. Merci beaucoup, Emma. On va tout de suite passer à notre débat du jour avec cette question, ce focus sur les enseignants. Hier, on parlait de la formation des enseignants et des réformes avec, il faut le dire, parfois un peu de pessimisme sur les conditions de travail, sur les conditions d'exercice et sur la manière dont les enseignants sont formés. Aujourd'hui, on va avoir une autre vision, celle d'une enseignante qui est un peu plus optimiste et qui en tout cas partage avec délice son quotidien d'enseignante. C'est tout de suite dans le Grand JT de l'éducation. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Cécile Chabot. Bonjour. Vous êtes auteur de Tu fais quoi dans la vie, prof aux éditions de l'Archipel, enseignante depuis 25 ans, c'est ça, prof de français en collège toujours? Toujours. Collège, à Paris même ou en région parisienne? Je ne vais pas bien préciser, j'ai été 10 ans en Seine-Saint-Denis, maintenant je suis à Paris. D'accord. 15 ans. Donc en tout cas dans la région parisienne. Et je le disais en guise d'introduction, c'est une vision qui tranche un petit peu à travers votre ouvrage sur lequel on va largement revenir, mais qui est peut-être moins pessimiste que ce qu'on a l'habitude d'entendre ou de lire sur le monde de l'enseignement. Avant ça, d'abord un regard sur l'actualité. Ces dernières semaines, dans les médias, on a vu une hausse des violences, la mort de Shamsedine, des bagarres, des règlements de compte. Emmanuel Macron a parlé il y a quelques mois d'ensauvagement, qu'on retrouverait peut-être à l'école. Est-ce que vous, c'est une pratique qu'en 25 ans, vous avez dû observer? La violence, est-ce qu'elle fait partie de votre quotidien d'enseignante? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un recrudescence ces derniers mois? Comment vous vous situez par rapport à ces enjeux de violence à l'école? Vous savez, quand j'ai quitté la Seine-Saint-Denis, l'année où j'ai quitté le 93, j'ai un élève qui s'est fait assassiner. Donc malheureusement, c'est pas quelque chose de nouveau. La violence, c'est quelque chose qui a toujours existé. Alors c'est vrai que là, en ce moment, je suis désolée pour ma voix. Non, il n'y a pas de souci, on vous entend bien. Bon, c'est une chose qu'on voit effectivement, il y a une grande recrudescence. Pour eux, c'est la normalité. On les voit de plus en plus dans les couloirs se battre. Et quand on les arrête, c'est pour rire. Ils ont pas on a l'impression qu'ils n'ont pas la conscience d'être violents. C'est une pratique ordinaire. Ça s'est banalisé. Ouais. Est-ce que vous faites le constat, comme l'ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem ou comme Nicole Belloubet, qu'il y a peut-être un poids des réseaux sociaux, des téléphones, d'une influence en tout cas de ce point de vue-là? Oui, ça oui. Évidemment, vous savez, ils sont tout le temps sur les réseaux. Alors, ce qui est très bien, c'est que, en tout cas dans mon collège, on n'a plus le droit au téléphone. Ça, c'est relativement nouveau. Mais moi, je vois le matin, j'arrive bien plus tôt. Et je les vois, ils sont tous sur leur téléphone. Et puis bon, quand je parle avec eux, ils sont tout le temps sur les réseaux. Alors c'est TikTok, où ils voient des paris stupides, des paris dangereux. Et puis les réseaux qui sont effectivement, on voit de plus en plus de problèmes de cyberharcèlement. C'est un déchaînement à partir du moment où on est derrière son écran, derrière un pseudo, on se lâche. Et bon, même les adultes, enfin je veux dire, on leur donne aussi l'exemple, parce que... Je veux dire, ils sont témoins aussi de nos échanges, de la façon dont on fonctionne, et je pense qu'on a un devoir d'exemplarité.
Et comment on réagit face à cette omniprésence de ces réseaux qui viennent un peu les parasiter, qui jouent sans doute sur leurs heures de sommeil, qui jouent sur les images? C'est vrai qu'on a accès, vous parlez de TikTok ou sur Twitter devenu X, la violence, elle est accessible sous forme de vidéos très rapidement et sans aucun filtre. Qu'est-ce que vous essayez de faire, vous, en tant qu'enseignante, de parler de ce qu'ils ont vu ou d'essayer de leur dire de faire attention, ou c'est peine perdue? On est très démunis. Hein. Après, on va en discuter quand justement se pose un problème. Il y a quand même un problème de temporalité. Moi, j'ai 4 à 5 heures pour enseigner le français. Et évidemment, je pense que par la transmission du savoir, de la culture, par l'ouverture d'esprit, la transmission des valeurs, on va pouvoir y arriver, mais effectivement, quand il y a des problèmes, des histoires entre eux, on est obligé d'arrêter tout et puis de mettre les pieds dans le plat. Parce que le rôle d'enseignant, c'est à la fois évidemment enseigner, transmettre, mais il y a aussi une part sociale que vous racontez très bien dans votre ouvrage. Vous parlez par exemple des élèves qui un jour en classe parlent, chacun me raconte ses punitions pour concurrencer la férule. Alors il y en a qui ont ceinturon martinet, d'autres, lit dans sa chambre, ça va encore. Il y en a un qui est victime de son beau-père. Enfin, cette violence-là aussi, ils la subissent à la maison, et vous êtes les premiers remparts face à ça. Rempart, non, parce que malheureusement on peut rien faire, et puis on peut pas. Si on commence à tout signaler, on ne s'en sort pas. Hein. Vous savez, il y a des dossiers longs comme le bras. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, il faut pas être enseignant si on veut pas. Si on ne veut pas être polyvalent, un enseignant doit être tout. Moi, j'avais une collègue il y a quelques années qui me disait « Oui, tu comprends, moi, je suis là pour enseigner ma matière et rien de plus. » Cette collègue-là n'avait rien compris. On doit tout être, on doit accepter de tout être pour un salaire modique, d'ailleurs. Mais on doit tout être. On doit être un enseignant, on doit être un parent de substitution, un confident. Voilà. Et quand on rentre chez soi, le plus lourd, c'est pas forcément les paquets de copies, ça peut être des confidences d'enfants malheureux. Moi, combien de fois je suis rentrée chez moi avec la boule au ventre parce que je me disais, voilà, tel gamin, je le laisse dans une situation complexe. Voilà, c'est assez... je pense qu'il faut la vocation, avoir envie, parce que c'est pas évident. Vous parliez de rémunération, vous disiez salaire modique. Vous considérez que vous n'êtes pas assez bien payé pour ce que vous faites après 25 ans de carrière? Je ne cracherai pas sur un peu plus. C'est vrai que moi, je prends mon cas, je m'investis énormément. Après, je ne fais pas ça pour l'argent. Hein. Je fais ça, vous savez, les gamins m'enrichissent énormément. Je dis tout le temps que c'est vrai que je suis pas extrêmement riche, mais je leur apporte beaucoup, je pense, je le sais. Mais ils ne le savent pas, eux. Ils m'apportent énormément aussi. Moi, quand j'ai des problèmes, des problèmes personnels, aller au collège, être devant eux. Je dis un moment dans une des histoires, certains gamins sont dans des situations tellement catastrophiques, je ne m'autorise plus le chagrin. C'est-à-dire que pour beaucoup, je les trouve très courageux. Vraiment, parce que quand on a 12, 13, 14 ans, ils vivent dans une société qui n'est pas évidente, dans des conditions familiales qui sont parfois précaires, et je les trouve très courageux. Vous le racontez d'ailleurs à un moment dans votre ouvrage, vous devez partir puisque vous avez des problèmes de santé, vous l'annoncez aux élèves et leur réaction c'est de dire de toute façon on ne viendra pas en cours, on vous veut vous, il y a quelque chose d'assez touchant dans le lien que vous avez à eux. Moi il y a quelque chose d'assez maternel, c'est pour ça que c'est vraiment cette tranche d'âge. Moi, je quitterai jamais le collège tant que je devrais être professeur. Les petits, j'ai du mal, parce que je sais pas, j'arrive pas. Les grands, j'ai l'impression qu'ils ont moins besoin. J'ai travaillé aussi en lycée, j'ai l'impression qu'il y a moins ce rapport un peu maternel. Voilà, c'est vraiment de la 6e à la 3e, c'est une tranche d'âge que j'adore. Voilà, j'ai envie de les accompagner parce que c'est vraiment une période pourrie. Moi, je me rappelle mon adolescence, mes années collège, ça a été catastrophique. Et j'espère toujours être une rencontre pour eux. Voilà, le prof dont on va se souvenir plus tard. Il y en a qui viennent vous revoir quelques années après, qui vous font des témoignages, ça arrive souvent. Oui, il y en a beaucoup. Ils vous disent quoi? Ils me disent merci de m'avoir botté le cul, de ne pas m'avoir lâché, ou de ne pas m'avoir dit que j'étais nulle, d'avoir cru en moi. Et ils sont contents, voilà. Et des affreux parfois.
C'est marrant que vous preniez le terme affreux parce qu'on le sent dans la manière dont, et puis c'est aussi ce qui donne la force au livre, mais il y a une espèce de relation d'amour-haine avec ces élèves qui vous en font voir beaucoup. Parfois vous critiquez un peu, alors je ne sais pas s'il y en a qui se sont reconnus dans l'ouvrage. Haine, non. Pas haine, mais comment dire, comment bon, qualifier ça, cette relation? C'est ce que je dis, c'est une épuisante et inépuisable source d'inspiration. Voilà, parce que évidemment, c'est pas tout rose et parfois je rentre chez moi, je suis crevée. Si vous saviez, quand on rentre dans la salle des profs, le grand exutoire que c'est, on est là, oh là là, mais lui, il m'emmerde, on se lâche, et puis après on y retourne, parce que malgré tout, on est quand même content, pour la majorité, parce que je suis pas la seule, ça je tiens à le dire, beaucoup de collègues qui sont absolument ravis. La période du Covid, d'ailleurs, a été compliquée, parce que c'est vrai que c'était dur de les lâcher. On parle en ce moment de beaucoup, on en parlait hier, on va en reparler, parler de vocation, en tout cas de cette envie, ou plutôt de ce désamour pour la profession d'enseignant. Les chiffres qu'on citait hier, 4000 postes vacants en 2022, plus de 3000 en 2023. Est-ce que vous comprenez que votre métier, que vous faites depuis 25 ans, il n'intéresse plus ? Je ne sais pas comment j'aurais fait si j'avais commencé à enseigner maintenant, dans quel état d'esprit je serais. Moi, je ne pense pas une demi-seconde à arrêter. Évidemment, ce système est totalement dysfonctionnel. Il y a trop d'élèves dans les classes. L'hétérogénéité, c'est une catastrophe. Mais jamais, au grand jamais, j'arrêterai d'être prof. Je mourrai dans ma classe. Mais vous pensez que ceux qui commencent aujourd'hui ont moins de chance? Qu'est-ce qui a changé par rapport à vos débuts, à vous, il y a 25 ans? Honnêtement, moi, j'ai pas le sentiment que c'était l'idéal il y a 25 ans. J'ai commencé en zone sensible, prévention, violence. Je me rappelle, j'avais 22 ans. J'ai été catapultée comme ça dans une classe. C'était pas évident. C'était vraiment pas évident. Après, j'avais eu la chance. J'avais travaillé depuis l'âge de 17 ans. Je travaillais dans les quartiers. Et c'est comme ça que je me suis formée. Je me suis formée parce que c'est certes pas l'IUFM avec ses dossiers à la noix qui m'a apporté quoi que ce soit. Non, on se forme sur le terrain. Je pense qu'il faut avoir le courage d'y aller, l'envie d'y aller. Mais malheureusement, beaucoup de collègues ne sont pas à leur place parce qu'ils se sont dit allez, je vais devenir fonctionnaire, ça va être tranquille, je vais avoir des vacances. Malheureusement, ils n'ont ni la vocation, ni l'amour du métier, ni l'amour des enfants chevillés au corps. Et ils se font du mal, et ils font du mal aux gosses. Et puis les vacances, c'est pas quand il faut corriger les copies, travailler, c'est peut-être pas l'idéal. Oui, enfin bon, c'est pas... Non, le plus important, c'est d'avoir l'amour des enfants. Ouais. On le sait tous, on a tous rencontré des profs qui clairement n'étaient pas heureux d'être là. Vous parliez de vos débuts, il y a une scène que vous racontez au début, peut-être que vous pouvez nous la raconter, par rapport à des chaussures. C'est une histoire vraie que vous avez vécue. Tout est vrai. Tout est vrai dans le livre. C'est votre tout premier cours, du coup? C'était mon tout premier cours. Alors racontez-nous ce qui se passe. C'est mon tout premier cours en tant qu'enseignante, parce qu'avant, il y avait eu une année de stage, voilà, où j'étais en ZEP rural. Alors c'était un tout autre profil d'élève, mais oui, effectivement, j'avais eu la naïveté d'arriver en robe et surtout d'arriver avec des docks. Bon, alors je vais moins bien le raconter, hein, évidemment, c'est plus sympa de le lire, mais oui, évidemment, les élèves, ils vous testent. Donc ça, c'est tous les ans, hein. Tous les ans, les élèves vous testent, mais évidemment, j'avais 22 ans, je devais transpirer la débutante. La jeunesse. C'est ça. Et donc oui, j'avais devant moi j'allais dire une meute. Hein. Ils se connaissaient tous, ils étaient chez eux, ils étaient dans leur cité, ils étaient dans leur banlieue. Et moi, j'étais la novice et il fallait me tester. Donc oui, je suis montée sur la table. Enfin, j'ai fait une espèce de grand coup d'éclat. Et puis je leur ai dit, ok, vous avez 10 minutes pour rigoler, allez-y, lâchez-vous. Alors le premier qui l'ouvre après, c'est convocation chez le principal.
Et ça a marché? Ça a marché. Moi, c'était un coup de poker. Ça aurait pu ne pas marcher. Mais en fait, c'est ça. Après, il faut y aller. Enfin, moi, j'y vais toujours au feeling. Hein. Bon, ça marche pas tout le temps. Hein. Ouais. Ça n'a pas tout le temps marché. Hein. Je veux dire, j'ai eu aussi... t'en as l'impression, quand je parle comme ça, que moi, tout m'a toujours réussi. Non, on m'a déjà traité de pute. On m'a déjà attendu à la sortie du collège. Tout n'est pas rose. Hein. Et comment on réagit comme ça quand on est face à cette... Là, on est sur de la violence, on est sur de l'agression, de l'intimidation. On se dit quoi? On se dit il n'ira pas jusqu'au bout, mais en fait l'actualité montre que les élèves vont parfois jusqu'au bout quand ils attendent. Ils peuvent aller jusqu'au bout. Comment on réagit? Encore une fois, moi ça a été... je parle tout le temps de mon... Bien sûr, c'est ce qui est intéressant. Une gamine qui m'avait traité de pute une fois, le lendemain elle attendait... je n'ai rien dit. Et puis le lendemain elle s'est dit la prof va me punir. Et je l'ai totalement ignorée. Donc elle est venue me voir, je dis écoute, tu n'existes pas. Et en fait, il n'y a rien de pire pour un enfant. Que l'ignorance. Que l'ignorance, ouais. Et je pense que si j'avais crié, si je l'avais punie, je me serais rendue ridicule et rien... Enfin, elle n'aurait pas appris. Et finalement, ce silence que j'ai eu, cette indifférence que j'ai eue face à elle, je lui ai dit écoute, tu peux aller au fond, je suis une pute pour toi, va au fond. Et ça a été terrible. Elle est venue s'excuser, enfin... Et après, vous avez réussi à passer outre ou vous l'avez... j'allais pas la blacklister, non mais bien sûr. Et vous savez, je n'excuse pas ce genre de comportement, bien sûr, mais ça arrive, hein. Ça arrive. Il y a des moments dans votre carrière où vous avez eu peur? Non. Jamais? Non. Vous n'avez pas le... J'ai souvenir d'une prof qui racontait qu'avant chaque cours, elle avait quand même une boule au ventre. Non, jamais de la vie. Non, il n'y a pas d'angoisse, pas de situation où vous vous êtes dit... Qu'est-ce qui fait que vous êtes sereine? Vous dites qu'il y a quand même une relation de confiance qui s'est tissée. Je pense que j'ai... Vraiment, je touche du bois, hein. Peut-être qu'un jour ça m'arrivera, mais j'ai une profonde confiance dans les enfants, dans leur intelligence, dans leur intelligence de cœur même. Enfin, je sais pas comment le dire, mais je sais pas. Il y a une... je pense pas 2 minutes qui pourraient me faire du mal. J'espère que je me trompe, que je me trompe pas plutôt. Voilà. Donc en tout cas, il y a une forme de confiance que vous avez. Mais cette question de l'autorité, elle est très intéressante. Vous le disiez, les élèves vous testent, ils tentent au début d'année. Comment on crée cette autorité? Est-ce que c'est de l'inné, de l'acquis? Vous donnez par exemple dans votre ouvrage l'exemple d'une enseignante agrégée de maths. Qui n'avait aucune espèce de forme d'autorité, qui n'arrivait pas à se faire respecter, jusqu'au jour où il y a des chaises qui ont été balancées par la fenêtre et où elle a été mutée dans un meilleur collège ou lycée. Comment elle naît l'autorité d'après vous? Mais vous savez, c'est pas parce qu'on a un gros bagage encyclopédique, c'est pas parce qu'on a le savoir qu'on sait le transmettre. Et en fait, c'est cette transmission, cette envie de donner. Je pense qu'il faut l'avoir en soi. C'est pour ça que je parle de vocation. Mais arriver devant les élèves et se dire qu'on va faire un cours magistral et leur donner, leur imposer un savoir, ça marche pas. Ça marche pas. Mais ce qui est effectivement un peu déplorable, entre guillemets, c'est que les profs qui n'arrivent pas à enseigner, qui sont pas bons, qui sont pas faits pour ça, ou à qui il arrive des problèmes, on leur donne toujours les bonnes classes, ou alors on les mute dans... Oui, parce qu'évidemment, les profs, on peut pas les virer. Ils sont indéboulonnables. Donc on les met dans des bons bahuts, où on est sûr que là, il y aura pas de vague. Ouais, pas de vague, c'est le terme. Voilà. Même si dans l'actualité récente, on est en train de se demander si on ne va pas faire plus de licenciements de fonctionnaires. Mais ce serait pas un mal, parce qu'à un moment, je pense quand même qu'il y a des gens, s'ils bossent pas comme il faut, ils n'ont pas leur place. On peut pas continuer indéfiniment à les rémunérer, à faire comme si de rien n'était. C'est quoi un mauvais prof pour vous, qui en croisez beaucoup? J'en ai croisé des mauvais profs. Un mauvais prof, c'est quelqu'un qui ne s'investit pas, qui compte les minutes et qui va partir tout de suite à la sonnerie. C'est quelqu'un qui est capable de dire à des élèves de façon frontale qu'ils sont mauvais, qu'ils n'arriveront à rien. C'est les condamnés d'entrée. Il y a des profs racistes aussi.
ça existe. Voilà, pour moi, c'est des gens, c'est pas des profs, c'est des gens qui n'ont rien à faire devant des enfants. Et c'est identifié par la hiérarchie, c'est su dans les écoles quand tel est mauvais? Oui, évidemment, on ne peut pas l'ignorer. Et parfois, il y a ce qui est terrible, c'est qu'il y a des professeurs qui sont mauvais, la direction le sait, elle communique au rectorat, et il ne se passe rien. Et la direction est impuissante, donc c'est pas la faute du principal ou quoi que ce soit, c'est plus haut que ça bloque. Et pourquoi ça bloque? Je ne sais pas. Ouais. Je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas. Mais je trouve ça dommage. Et en même temps, vous n'avez pas une vision angélique, puisque quand on vous entend dire, voilà, c'est des profs qui vont dire à des élèves qui sont mauvais, dans l'ouvrage, à un moment, j'ai plus la référence exacte, mais vous dites pas, c'est sur cette question de la bienveillance, vous n'êtes pas en train de dire non plus qu'il faut dire à tout le monde, bravo, t'es le meilleur, c'est comme ça que ça marche. Voilà, je sais que la mode est à la bienveillance de bisounours biberonnés au Prozac, vous le dites bien mieux que moi, à cette bienveillance débilissime qui consiste à corriger avec des gommettes à paillettes plutôt qu'avec un bic rouge pour pas traumatiser les enfants, à cette bienveillance criminelle qui refuse de donner des devoirs à la maison parce qu'apprendre c'est drôlement trop fatigant. Mais peut-être qu'à un moment, il faudra arrêter de déconner. Mais bien sûr. Donc il y a quand même, vous avez quand même de l'exigence. Mais évidemment, mais pourquoi l'école en est là aujourd'hui ? Parce qu'on a baissé les exigences, parce qu'on a baissé le niveau et parce que les enfants qui sont par terre au bord du chemin, on s'assoit avec eux au lieu de les relever. Évidemment qu'il faut leur... Je veux dire, c'est vraiment irrespectueux pour les enfants de ne pas leur donner du savoir, de ne pas leur ouvrir l'esprit. Le bonheur, c'est la connaissance. C'est pas de dire, ah ben non, c'est traumatisant ou alors c'est inégalitaire de donner des devoirs à la maison parce que lui pourra se faire aider, lui pourra pas se faire aider. Parce que résultat, on a des gamins qui vont, s'ils n'ont pas de devoirs écrits, certains gamins vont aller jouer au foot, et puis les autres vont prendre des cours particuliers. Donc les inégalités se creusent de toute façon. Non, il faut les plus rétifs, en tout cas, les apprivoiser par le savoir. Si vous saviez comme ils sont contents quand ils apprennent des mots de vocabulaire, des jolis mots de vocabulaire, quand on les entraîne dans des classiques. Il ne faut jamais renoncer aux classiques ou leur faire lire des bouquins qui seraient... je veux dire, de la littérature jeunesse à la noix, non. Il faut les élever. C'est le rôle de l'école. Vous racontez d'ailleurs que parfois vous leur apprenez des mots, que ça les fascine et qu'après vous les entendez s'insulter dans les couloirs avec ces nouveaux mots. J'adore. Ça leur donne du nouveau vocabulaire. Vous parliez tout à l'heure de l'hétérogénéité des groupes classes comme l'une des difficultés. Il y a ce débat autour de la mise en place de groupes de niveau, notamment en français, notamment en maths. Vous pensez donc que c'est une bonne idée peut-être de mettre les élèves par niveau? Non, mais le problème c'est que, en fait, je vois dans mon collège, c'est très très difficile en termes de logistique pour mettre en place ces groupes de niveau. Parce qu'en fait, on veut faire des groupes de niveau en français et en maths, et dans les autres matières, reformer des classes, je dirais, normales, hétérogènes. Donc ça va être très très difficile, ne serait-ce que pour aligner les emplois du temps. Enfin bon, je ne sais pas comment on va faire, mais c'est toujours pareil, une question de moyens et de mise en place. Voilà, sur le papier, c'est très joli, mais en pratique, je pense que ça va être un peu le bordel. Et puis, on n'a plus de profs. On n'en a pas assez. Et bien sûr. On parle peut-être, alors l'une des pistes envisagées, c'est de faire appel à des professeurs des écoles, notamment ceux qui sont, alors j'ai peut-être pas le terme exact, mais à disposition, notamment pour convenance personnelle, de les faire venir dans l'académie où ils sont. Est-ce qu'un prof des écoles qui viendrait faire des cours de français, vous pensez que c'est judicieux? Mais moi, je demande aux professeurs des écoles de faire son travail quand les gamins sont en élémentaire. Voilà, c'est-à-dire les faire lire, leur apprendre à lire, de telle sorte que quand ils arrivent en sixième, ils savent lire les consignes, ils savent lire un texte, ils savent lire une image, ils savent lire l'autre, c'est-à-dire ils comprennent ce qu'est l'empathie, ce qu'est l'altérité. Voilà, donc que les professeurs des écoles travaillent dans les écoles. On n'a pas besoin... et naturellement, on manque de personnel dans les collèges. Et là, je vois, moi, en ce moment, là, je travaille, on est en vacances, mais je fais donc réviser le brevet à certains élèves du collège qui sont inscrits. Et on a des groupes de 4-5 élèves. Mais ça, c'est idéal pour les faire progresser. Mais
encore une fois, c'est utopique. Comment on peut mettre ça en place, je veux dire, en temps normal, pendant le temps scolaire, ça c'est... Et un prof des écoles, c'est pas mieux qu'un enseignant recruté sur Le Bon Coin? Ah bah si, bien sûr. À choisir, oui. Mais enfin, vous voyez, c'est toujours... on choisit toujours entre la peste et le choléra, quoi. Enfin, et vous envoyez passer, vous, des contractuels comme ça, recrutés à la volée par le rectorat? Oui. Vous avez quel regard là-dessus? Oh ben, moi, vous savez, je déteste la généralisation. J'apprends vraiment à mes élèves à ne jamais généraliser. J'ai vu des bons contractuels, rares. Puis j'ai vu des contractuels, alors là, mais comme je vous disais, on se demande ce qu'ils font là, quoi. Vous leur demandiez un peu leur profil? Ça peut être quoi comme profil que vous avez comme contractuel? Ah mais quand je pense qu'un prof n'est pas bon, je lui parle pas. Ah bon, d'accord. Je suis assez asociale. Autant je pardonne tout aux élèves, autant les collègues... Non, c'est d'éviter d'entrer dans les débats. Ambiance en salle de classe. Vous êtes signataire du pacte? Je ne sais pas si ça se pose comme question ou si c'est une question impolie. Non, c'est pas impoli. C'est-à-dire que le pacte a changé de modalité. Au début, on était obligé de faire des remplacements de courte durée. Alors naturellement, personne n'était content. Puis maintenant, progressivement, je vois tout le monde signer. Moi, je crois, je fais beaucoup de projets autour de la mémoire. La mémoire des poilus, la mémoire de la Shoah. Donc, comme je fais beaucoup de choses en dehors de mes heures de cours, il est bien possible que j'arrive à signer le pacte. Pour l'instant, vous ne l'avez pas signé? Non, je n'ai pas signé encore. Par rien du tout, c'est que j'y ai pas pensé. En fait, vous voyez, au début de l'année, j'ai fait un projet autour du Bleuet de France. J'ai passé des heures et des heures à m'en occuper en dehors de mes heures de cours. Et puis à un moment, j'ai une collègue qui m'a dit « Mais pourquoi tu te fais pas payer ?» Oui, effectivement, donc j'irai peut-être voir le principal pour voir si je peux pas avoir quelques sous. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas le truc auquel je pense tout de suite. Vous avez d'abord la pédagogie, le côté transmission qui chevillé au corps. C'est un peu ça qui est chevillé au corps. C'est la faute de ma mère, elle était prof aussi et elle adorait ses élèves, elle m'a un peu transmis ça. Voilà. Vous dites quoi quand il y a des jeunes qui viennent vous voir dans votre famille, ou bien des anciens élèves ou des élèves qui vous disent « moi j'ai envie d'être prof », ou des gens qui nous regardent, vous leur dites « allez-y, foncez, c'est parti, c'est parfait » ou pas? Alors que c'est parfait, non, rien n'est parfait. Mais pour le bonheur que ça procure, si on fait les choses bien, évidemment, il faut y aller. Il faut y aller. Qu'est-ce que vous changeriez aujourd'hui dans vos conditions de travail? Qu'est-ce que je changerais? Le salaire, peut-être. Ouais. Finalement, on en veut toujours plus, vu la situation actuelle. Mais peut-être avoir un petit peu moins d'élèves par classe. Ça me permettrait de travailler peut-être mieux. Mais c'est tout. Et ça serait quoi, en guise de conclusion, le plus beau souvenir que vous gardez de ces 25 premières années d'enseignement? Moi, j'adore faire naître des sourires. Voilà. Quand je peux faire naître des sourires, particulièrement chez des gamins dont je sais que la situation est compliquée, j'ai tout gagné. Et ben voilà, si vous avez envie d'en savoir plus sur ce quotidien de prof de Cécile Chabot, c'est dans son ouvrage « Tu fais quoi dans la vie, prof ?» aux éditions de l'Archipel, qui se lit bien. Vous le disiez en off, c'est des petits fragments oui, non, qui mais sont ce qu'il y a de bien, en fait, il y a plusieurs leviers de lecture, donc les parents peuvent le lire, bon, les profs peuvent le lire, mais bon, ils vont se retrouver en classe. Mais les ados adorent. Vraiment, les ados adorent parce que ça se picore, ça suit la chronologie d'une année scolaire, mais ça se picore, c'est pas très long, donc ce qui est pas très long est toujours bon en lecture pour les enfants. Et ça permet de découvrir pas mal de petits secrets, et les journalistes d'éducation adorent avoir ces petits secrets sur les coulisses de l'éducation nationale. Merci Cécile Chabot d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis, mais ça ne s'arrête pas là, je sais pas pourquoi, j'avais envie de rendre l'antenne, mais pas du tout. On fait une pub et on revient pour la suite du Grand JT de l'éducation avec Le Bon Point, tout de suite. En avril, les athlètes s'engagent pour l'école sur School TV. Respect, discipline, esprit d'équipe, le sport véhicule de nombreuses valeurs éducatives et démocratiques. Alors comment donner envie aux jeunes de faire du sport? Comment les inspirer et susciter des vocations? Réponse le 23 avril prochain, à l'occasion d'une table ronde exceptionnelle.
Patrice Boisfer donnera la parole à des athlètes de haut niveau, parmi lesquels le footballeur Olivier Dacour et le nageur Frédéric Bousquet. Ensemble, ils évoqueront leurs souvenirs d'école, leur parcours sportif et ils tenteront d'inspirer la jeune génération. Rendez-vous dès 17h30 en direct sur School TV. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le Grand JT, merci d'être avec nous pour le bon point du jour. Bon point autour de l'apprentissage par les podcasts. Est-ce que l'audio est une bonne manière d'apprendre? Oui, selon notre invité, Gabriel Massé, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur du studio Biloba et du label Tout Savoir et vous faites entre autres des podcasts de révision du bac. Alors, Studio Biloba, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? De quoi s'agit-il? Alors, Studio Biloba, c'est un studio de création de podcasts originaux, éducatifs et culturels. On fait beaucoup de podcasts de culture générale, d'histoire, de sciences. Très naturellement, on a beaucoup de scolaires qui se sont mis à écouter nos contenus qui sont destinés au grand public. Et on a décidé de faire des podcasts dédiés pour les scolaires. Pour vous donner un exemple, on avait un podcast de résumé de la littérature qui s'appelle Le Meilleur Résumé. On réécrit des grandes œuvres littéraires pour que vous pouvez écouter l'histoire d'un grand classique de la littérature en 20 minutes. Et on s'est rendu compte que ce podcast qui était destiné au grand public était massivement écouté par les lycéens quand on traitait les œuvres au programme, notamment au lycée. Et ils nous disaient, vous voulez pas faire les œuvres telle et telle heure qui étaient des œuvres au programme? Et on s'est dit, on va faire un podcast dédié bac de français avec notre façon de faire. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à faire un podcast de philosophie, bac de philo, puis bac de français, puis bac de SVT. Et on a encore d'autres projets parce qu'on va décliner ça dans bac de maths. Bac de maths, c'est plus compliqué quand même à l'audio. Après, on fait aussi partie d'un label de podcast qui s'appelle le label Tout Savoir, dans lequel il y a un podcast de maths qui s'appelle Maths en tête. Et il est possible d'écouter quand même des maths avec Alexandre Morgan pour expliquer les concepts parfois un peu nébuleux. Exactement, pour expliquer les concepts, pour raconter aussi l'histoire des maths, et parce que parfois on comprend mieux un théorème si on sait d'où il vient. Voilà. Donc effectivement, c'est aussi pour les passionnés des mathématiques, c'est un moyen aussi d'aller un peu plus loin que simplement faire des formules, etc. Et alors comment on en arrive à créer des podcasts pédagogiques? Vous êtes prof à l'origine ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout à l'origine, je suis journaliste, passionné de toutes ces thématiques, notamment de culture générale. Et au tout début, en fait, j'ai créé pour le plaisir un podcast de culture générale qui s'appelle Culture G. Et c'était simplement parce qu'il n'y avait pas de podcast de culture générale comme ça, donc ils prennent un peu le temps de fouiller les sujets et qui soient dynamiques, qui soient aussi avec un ton jeune et une écriture adaptée aux jeunes. Et puis en fait, ça a bien marché. Et un podcast a suivi, un deuxième, un troisième, etc. Et puis un studio s'est créé et un label autour. Et ça fonctionne très bien. Vous avez combien d'écoutes? Est-ce que vous communiquez sur des chiffres d'écoute? Bien sûr. En gros, Studio Biloba, c'est 600 000 écoutes mensuelles à peu près. Alors on a des très gros mois, par exemple les révisions du bac. Exactement, le mois de juin où là on fait régulièrement plus d'1 million sur Studio Biloba. Et puis on a évidemment aussi les chiffres du label où là on est plutôt sur 1,2 million par mois, à peu près les mois toute l'année, et un énorme mois de juin à plus de 2 millions, en tout cas pour l'année dernière, et on pense faire encore plus cette année, parce qu'évidemment avec tous les podcasts de révision du bac qu'il y a dans le label, forcément ça fait des grosses audiences le mois de juin. Et justement, à quoi ça ressemble un podcast Made in Studio Biloba? Je vous propose d'en écouter un extrait avec une voix qui va peut-être vous dire quelque chose si vous êtes téléspectatrice ou téléspectateur fidèle de School. Écoutez. Quand débute le 19e siècle, les temps sont troublés. Notre pays vient d'être bouleversé par la Révolution française. La toute nouvelle République a à peine tenu 10 ans, puis elle a été remplacée par l'Empire de Napoléon Ier, lui-même chassé par le retour des rois. Tout ça, c'est pour le roi. C'est dans ce contexte que naît un nouveau courant littéraire, le romantisme. Alors attention, rien à voir avec un quelconque soupirant qui tiendrait un bouquet de fleurs dans les mains sous les fenêtres de sa belle. Pas du tout. En fait, le romantisme rassemble des artistes en proie au désenchantement et à la mélancolie. Triste cire.
On reconnaît évidemment la voix de Loïc Landreau, qu'on connaît bien sur cette antenne, qui incarne donc ce podcast Bac de français. Exactement, c'est une voix de plusieurs podcasts du studio Biloba, et notamment Bac de français, et le meilleur résumé dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, ce qu'on entend là dans cet extrait, au-delà de la voix très charmante et suave de Loïc Landreau, c'est quand même le travail qui est fait sur, je sais pas comment dire ça, l'univers sonore, le mixage sonore. C'est pas juste quelqu'un qui fait une leçon pédagogique un peu chiante, un cours magistral. Il y a l'envie de mettre des références, on dirait un peu du montage YouTube avec des extraits de films, des extraits un peu littéraires, et en même temps, du bruit et de la musique. Ça fait partie de l'expérience podcast. Exactement. En fait, l'idée, c'est que ce soit agréable à écouter. Tout simplement. Le contenu, alors il faut quand même revenir aussi au texte, à ce que vous entendez. Ça a été écrit par une professeure de français, Blandine Cossa, qui du coup écrit des textes qui ensuite sont retravaillés avec Loïc pour les rendre extrêmement dynamiques. Puis derrière, il y a un passage effectivement au montage avec un monteur. L'idée, c'est qu'on va rendre ça le plus vivant possible parce que pour maintenir l'attention, il faut en permanence relancer avec des références, notamment, vous avez peut-être entendu des références de films. Des voix qu'on connaît, on entendait François Damiens, c'est une voix qui parle, et parfois c'est juste un ou deux mots, une toute petite référence, mais elle permet de relancer l'attention, et l'épisode qui dure en général autour de 10-12 minutes, en fait on le voit pas passer, ça va très vite parce que en permanence l'histoire nous est racontée, l'histoire nous est contée avec tout cet habillage qui rend très vivant le récit. Est-ce qu'on apprend bien avec un podcast et si oui, comment vous pouvez le quantifier? Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur l'apprentissage audio? Alors il y a pas mal d'études, je pourrais pas vous citer de chiffres comme ça. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en général quand un jeune vient écouter un épisode, il les écoute tous. Donc je pense que il s'y retrouve. Et puis on a beaucoup de retours de gens qui disent vous m'avez sauvé. Nous on n'est effectivement pas là pour remplacer les profs, c'est impossible. D'ailleurs si les écoutes sont essentiellement dans les jours qui précèdent des épreuves ou des jours qui précèdent le bac, il y a une raison. En fait on est plutôt là pour faire la petite piqûre de rappel avant. Ou pour sauver une extrémiste, quelqu'un qui a besoin d'être sauvé. Nous, ce qu'on se dit, c'est si on n'était pas là, il aurait peut-être rien, ou il trouverait quelques petites choses ici ou là. Nous, on va lui condenser quelque chose de fiable et dans le temps le plus court. Voilà, ça remplace pas un prof, mais ça vient éventuellement faire une piqûre de rappel si on a bien suivi en cours ou pas. Globalement, effectivement, il ne va pas retenir tout le programme scolaire de l'année en écoutant nos podcasts, mais peut-être qu'il y a des éléments qui vont, quand ils sont mis bout à bout dans un récit, qui vont permettre de connecter les choses entre elles. Et donc, globalement, de lui permettre de mieux comprendre ou d'avoir un regard différent sur ce qu'il a appris. Alors moi, il y avait je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est un mythe, mais l'idée que si on écoute quelque chose la nuit, le cerveau le retient. Alors est-ce que ça marche? Est-ce que si on met frénétiquement un podcast bac de philo, on peut cartonner et on va retenir toutes les citations de Cicéron? Non, je pense que ça c'est un mythe. En revanche, il y a des gens qui effectivement retiennent bien par l'audio, c'est mon cas. C'était d'ailleurs à l'origine le premier podcast de culture générale, je l'ai lancé pour cette raison, parce que moi je cherchais des contenus de culture générale à écouter quand j'ai préparé les concours d'école de journalisme, parce qu'il y a des épreuves de culture générale, et j'en ai pas trouvé, ou en tout cas j'en ai pas trouvé qui correspondait à ce que je cherchais, et l'idée est venue de là. En fait, il y a des gens qui apprennent par l'audio. D'ailleurs, on le voit bien avec tous les MOOC, tous les cours audio, etc. qui peuvent exister. Et nous, l'idée, c'est de le proposer en podcast, accessible à tous, gratuitement, et sur toutes les plateformes de streaming, là où les jeunes sont déjà, sur Spotify par exemple, parce que c'est de là que viennent la plupart de nos écoutes. Et en fait, voilà, les jeunes sont dessus, et on leur propose ces contenus fiables et gratuits. Et notre objectif, c'est aussi de limiter les barrières à l'entrée, quoi. C'est très facile en fait d'accéder à nos contenus de révision. Alors si c'est gratuit, comment vous vivez? Alors il y a quand même des petites publicités, c'est le modèle économique, donc il y a une publicité avant et une publicité après, ou juste une avant, tout dépend en fait de la longueur des contenus, et ça suffit à peu près à financer. On arrive à peu près à l'équilibre avec ce système-là. Quels sont les projets que vous avez? Vous parliez de peut-être étoffer un petit peu la gamme bac, puisque je rappelle que vous avez pour l'instant bac de philo, bac de français, bac de SVT, le meilleur résumé et culture G, pépite d'histoire aussi. Donc peut-être bac d'histoire, ça va venir dans les prochaines semaines? Alors ça, ce sera peut-être pour l'année prochaine un podcast vraiment dédié au bac d'histoire géo. Toujours avec Loïc Landreau? Peut-être. D'accord. On verra. Je négocie pour lui, il m'a demandé de poser la question, j'ai une prime, donc j'aimerais bien. Ça ne m'étonne pas de lui.
mais en fait, on a aussi déjà un podcast dans le label qui est un podcast d'histoire géo. Alors, c'est beaucoup plus fouillé que ce que nous, on pourrait faire avec Studio Biloba. On essaierait sans doute d'être plus court. À chaque fois, les podcasts Studio Biloba du bac, l'objectif, c'est qu'on puisse les écouter dans les 2 jours qui précèdent. Voilà. Mais il existe déjà un podcast quand même, si vous souhaitez aller l'écouter dès maintenant, ça s'appelle Taki en histoire, qui est créé par le podcasteur Stéphane Genet, qui fonctionne déjà très très bien, qui est un podcast qui s'appuie sur le programme scolaire, qui est écrit et réalisé donc par un professeur d'histoire géo, et qui vous permet donc d'aller approfondir ou d'aller écouter des notions du programme scolaire. Évidemment, pour les scolaires c'est parfait, mais le grand public peut l'écouter avec plaisir. Et vous avez des podcasts, vous, parmi tous les podcasts de votre label que vous préférez, c'est lequel votre préféré de tous les podcasts que vous faites? C'est terrible de dire ça va créer évidemment des jalousies. Évidemment, vous n'allez pas dire que c'est Bac de français par Loïc Landreau, mais qu'est-ce que vous aimez bien écouter en dehors du 4 Pro? En dehors de Studio Biloba alors en dehors de Studio Biloba, j'avoue que celui que je rate jamais, c'est Taki en histoire, de Stéphane Genet, parce que je suis passionné d'histoire, et vraiment, il a une façon d'aborder les sujets qui est passionnante. J'aime bien aussi Clapetimo de Cécile Catelin, qui d'ailleurs, il me semble, est déjà venue chez vous, et qui est très active. Enfin, c'est vraiment une professeure de français très active, et qui fait un podcast qui s'appelle Clapotis. Elle a une déclinaison qui s'appelle Clapetimo, où elle raconte l'histoire des mots, donc qui est très sympa aussi à écouter. Et je pourrais vous citer aussi Par le petit bout du mythe, un podcast du prof de latin grec sur les réseaux sociaux, Guillaume Diana, qui lui raconte la mythologie, et notamment des histoires pas forcément très connues de la mythologie. C'est passionnant. Et dans une ère de plus en plus courte, avec des TikTok qui durent 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes, le podcast, vous pensez qu'il a de beaux jours devant lui? Oui, très clairement. Pourquoi? Parce que le podcast, il est là où les jeunes sont. C'est-à-dire que les jeunes sont sur Spotify, sont sur les plateformes de streaming parce qu'ils y écoutent de la musique, et en fait on peut, en utilisant leur code, leur proposer des contenus qui leur parlent. Et effectivement, ils sont sur TikTok, mais ils sont aussi sur Spotify, et ils se retrouvent, parce qu'on leur a recommandé ou parce qu'ils se sont promenés sur l'application, à tomber sur nos contenus. Et ça leur parle parce que les contenus sont faits pour eux. Voilà. Et donc ça marche. Et notre objectif, évidemment, c'est d'en faire de plus en plus, d'étoffer notre catalogue. Et à terme, c'est ce qu'on aimerait, avoir même une application mobile qui soit dans lequel en fait on mette tous les intitulés du programme scolaire du collège aux études supérieures, avec des épisodes pour chaque notion. Voilà. Merci beaucoup Gabriel Massé d'avoir été avec nous, fondateur du studio Biloba et du label Tout Savoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Et donc voilà, plutôt que de regarder des films en accéléré sur YouTube, sous-titrés en polonais pour essayer de comprendre les œuvres au programme, écouter un podcast de 12-13 minutes, ça peut aider les jeunes qui nous regardent. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est Malika Ménard. Malika qui est avec l'autrice, compositrice, interprète de talent, Philippine Lavray. Aujourd'hui, tu es chanteuse, mais est-ce que plus jeune, il y avait un métier qui te faisait rêver? Ah oui. Alors, toute petite, au collège, je voulais absolument travailler avec les bébés, donc je voulais être crèchière. Parce que quand j'étais... Ce mot existe travailler dans les crèches, quand j'avais 5-6 ans, je disais crèchière. Et jusqu'à mes 14-15, je voulais encore travailler avec les bébés. Et puis après, j'ai fait carrière sociale en études. Ouais. DUT. C'est quoi, carrière sociale? Alors, en gros, il y a différents corps, mais moi, j'avais choisi l'animation. Parce que je pouvais apporter de la joie avec la musique, trouver de l'enseignement grâce à la musique, mais pas que. Il y avait plein de choses, les arts plastiques, les gens, les relations humaines. Et c'est des interventions qui peuvent se faire dans plein d'établissements. Je trouvais ça génial. Au final, j'ai inversé les rôles. Je fais un peu de social avec de la musique. Mais mon but dans la musique, maintenant, c'est de garder ce lien avec les gens, d'être à la rencontre des gens et de pouvoir les aider du mieux que je peux dans le quotidien. Justement, la musique, elle arrive à quel moment dans ta vie? Collège dans le chant, mais la musique, elle arrive fœtus, je veux dire. Ta mère était musicienne? Accordéoniste. Et tu sais en jouer? Ouais, enfin, Justin Bridou et Amélie Poulain. Parce que vraiment, j'ai pas trop retenu grand-chose. T'as commencé comment? J'ai commencé à 8 ans dans le club. En fait, 8 encore? Et ouais, voilà. Comme le... J'ai commencé à l'accordéon à 8 ans, c'est vrai. Quand j'ai commencé à prendre des cours avec Joël à l'accordéon club du Havre, sans Vic. Donc du coup, on est là. C'est vraiment le club d'accordéon du Havre où ma mère était depuis qu'elle était gamine. Et donc à ce moment-là, les gens ont quel âge?
Parce que l'accordéon... Alors, une moyenne d'âge, quand même, à la base, d'une 40-50 ans. Bah oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants de 8 ans, j'imagine, qui jouent de l'accordéon. Il n'y a pas beaucoup d'enfants de 8 ans, mais il y avait quand même des enfants qui jouaient d'autres instruments, donc c'était génial. J'avais des copains, des copines, et puis voilà, moi, je pense que mon amour de la musique, il est né à ce moment-là, quand même à 2 ans, je me baladais à 4 pattes dans les locaux de répétition. Oui, tu étais déjà familière de l'endroit. Oui, ma mère m'emmenait aux répétitions, j'étais la seule des 3 à vouloir y aller. J'allais te dire, les frères et sœurs n'ont pas joué. Pas trop, non, ils venaient aux fêtes, les grandes fêtes, tout ça, parce que c'était familial. Mais moi, Et l'accordéon, t'en joues combien de temps alors? Ah, j'en ai joué pendant 8 ans. Jusqu'à mes 16 ans. Ouais, c'est fou la vie. Tous ces 8 qui m'entourent. Ouais, j'en ai fait jusqu'à mes 16 ans parce que ça devenait un peu compliqué de suivre ma vie d'ado. 16 ans, on commence à sortir, on commence à vouloir... Puis je jouais de la guitare, je jouais du piano. Voilà, d'autres instruments sont arrivés par la suite. Voilà, en vrai, ça a été le piano en tout premier. En autodidacte, tu disais? Autodidacte, vers l'âge de 6-7 ans, j'ai commencé à avoir mes premiers petits claviers d'enfant. Puis avec l'âge, j'en ai pris un peu plus, des plus grands. Et puis l'accordéon vers l'âge de 8 aussi, et la guitare à 13 ans à peu près. Et ça aussi toute seule? Toute seule. Sans prendre de cours? Non, piano, guitare, après l'accordéon j'avais un peu de cours quand même. Mais solfège pendant 3 ans, quand j'avais 6 ans, ça m'a pas trop servi parce qu'ils m'ont fait redoubler, j'étais trop nulle. Pareil, je bossais pas. Mais ouais, et le chant? Le chant toute seule, j'aimais bien chanter. À quel moment tu te dis, j'ai une belle voix? Il y a quelque chose. Le collège m'a un peu révélée parce que c'est moi qui servait de modèle aux profs quand il y avait besoin de faire une démo. Enfin, vous savez, quand on va devant le tableau chanter ouf, tout seul devant les gens. C'est horrible ce truc-là. Oui, c'est un moment très difficile. Moi, j'adorais. J'avais peur comme tout le monde, j'étais gênée parce que c'était les premières fois. Je ne savais pas encore trop. Mais quand je voyais que j'avais 20 sur 20, que tout le monde était trop bien et tout, et que jusque-là, j'étais personne, et que d'un coup, on me dit que j'ai un truc bien, d'un coup, quand on a 13 ans, on se dit « Waouh, trop cool !» Donc du coup, je veux encore revenir chanter. Ok, d'accord, c'est ça. Et du coup, on me demandait de faire les modèles ou tout ça, et c'était marrant. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Philippine Lavray. Merci beaucoup Malika et à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Du coup, vous n'avez pas tout de suite compris la portée du texte que vous aviez imaginé dans votre inconscient, la portée de ces mots? Oui, alors moi, je suis moi-même victime d'inceste. J'ai été agressée quand j'avais 7 ans par mon grand-père et je n'ai jamais oublié ça, donc je n'ai pas eu d'amnésie traumatique. Mais j'avais jamais prévu d'en parler. Je savais ce qui m'était arrivé, je travaillais dessus, j'ai fait une analyse et tout ça. Et vraiment, c'était quelque chose de très intime, de très compliqué. Donc, pas même à vos parents? Si, on en a parlé en famille, ça c'était un autre process, mais je veux dire publiquement. D'accord. Et en fait, moi je suis chanteuse, donc je dis plein de choses dans mes chansons et j'avais jamais prévu d'en parler. C'est cette chanson-là, écrite par mon inconscient, qui a décidé d'elle-même, toute seule, d'en parler. Donc je me suis dit, ok, donc là j'en parle. Ça veut dire qu'il faut vraiment que j'en parle. C'est un besoin qui est tellement viscéral que mon corps le fait sans moi. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, ok, si j'en parle, je vais en parler bien. C'est là que je me suis dit, je vais l'accompagner d'un projet de prévention. Il faut que ça serve à quelque chose. Est-ce que vous voulez bien nous présenter ce que c'est qu'Avenir ? Eh bien, écoutez, Avenir, c'est une application pour aider les jeunes à se projeter dans un avenir professionnel. Très simplement, c'est une application téléchargeable gratuitement sur les stores. Et à partir de là, vous avez différentes possibilités pour trouver votre futur métier. Et on va vous dire comment y accéder, par les formations et par les écoles. Guillaume, vous êtes cofondateur également d'Avenir. Votre constat initial, c'est quoi? C'est que l'information, elle existe autour des sujets d'orientation scolaire et professionnelle, mais qu'elle est difficile à exploiter et à comprendre pour les jeunes? Alors, elle existe effectivement. L'information, aujourd'hui, grâce aux canaux digitaux, est accessible à peu près de partout et par n'importe qui. L'information sur l'orientation, en France, c'est extrêmement paradoxal. C'est-à-dire qu'on a plus de 27 000 formations en France proposées aux jeunes. Donc, ce qui est extrêmement riche et qui ouvre des voies absolument dingues. Mais paradoxalement, il y en a trop. Et donc, du coup, les jeunes, on a un tout petit peu de mal à se repérer à l'intérieur de cette information. Donc, l'information existe sur des sites officiels, l'ONICEP, CIDJ, etc. Mais elle est
pas facilement accessible pour les jeunes, et notamment pour les plus jeunes, puisque l'orientation commence dès le collège. D'où le concept à venir, qui est là pour favoriser l'accessibilité, rendre l'information extrêmement simple d'accès, extrêmement ludique, extrêmement facile à appréhender. On sait déjà tout un ensemble de choses en sociologie de l'éducation sur les facteurs qui prédisposent plus ou moins à la réussite scolaire, selon le genre, selon le milieu social d'origine, selon la place dans la fratrie. Il y a déjà tout un ensemble de travaux. On a ça en tête. C'est des hypothèses scientifiques, d'une certaine manière. Et donc après, quand on va chercher l'information, quand on travaille sur des destins singuliers, on va avec ces hypothèses en tête et donc on questionne. Et un certain nombre se vérifient. Et certaines se vérifient. Et puis alors d'autres, on se rend compte qu'un coup de sonnette peut changer une vie. Racontez, Yvan, parce que c'est quand même extraordinaire. Oui, c'est à un moment donné où moi, je révisais mes cours. Et donc, j'ai des amis qui viennent me chercher, qui sonnent à la porte. C'est ma maman qui ouvre la porte, sachant que j'étais en train de faire mes devoirs. Elle dit que je n'étais pas présent. Et donc, ses amis partent et finalement, ils font un braquage et ils se retrouvent à prendre 8 à 10 ans de prison. Et je sais que si j'ouvrais la porte à ce moment-là, je partais. Ouais, parce que, voilà, et ça c'est très bien raconté dans le bouquin, ces liens, on ne pose pas de questions. C'est-à-dire que un copain, c'est des garçons, un genre de garçon, vient vous voir en disant viens, on vient. On y va, on ne se pose pas de questions, il faut y aller. Vous, quand vous intervenez dans les écoles, est-ce que vous arrivez à déceler des signaux faibles? Parce qu'on le rappelle, dans une classe, il y a au moins 2 enfants, et on se dit que c'est peut-être sous-estimé, 2 enfants qui ont été victimes d'agressions sexuelles par classe. Il y a souvent des révélations à l'issue des séances, bien sûr. Ouais. C'est ce que craignent les enseignants, c'est ce que craignent les écoles, parce qu'ensuite, les suites, qu'est-ce que seront les suites? C'est toujours un peu compliqué. L'impact sur l'élève, sur la famille, sur la classe. Ouais. Exactement, ça leur fait peur. Donc ces séances-là, elles peuvent susciter des révélations, ça c'est sûr. Tout d'un coup, c'est aussi pour ça que j'ai créé cet outil. Cet outil, c'est un outil de prévention et c'est aussi un outil de dépistage. Un enfant qui vit des violences sexuelles, quand il lit cette histoire, il se reconnaît. Donc voilà. Donc moi, ce que je dis toujours, c'est que un enfant qui révèle une situation de danger, d'agression, ce n'est pas un dommage collatéral, c'est ce qu'on cherche. François, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Je suis jeune, j'ouvre votre application, qu'est-ce qui s'y passe? Donc après, comme je vous le disais, l'avoir téléchargé gratuitement, mais oui. Vous rentrez sur la homepage de l'application, vous avez 2 possibilités. Soit vous avez déjà un nom de métier en tête, vous rentrez le nom de métier ou un champ sémantique, soit agriculteur ou agriculture, et ça va vous proposer tous les métiers qui relèvent de l'agriculture. Donc ingénieur agronome, agriculteur, éleveur, etc. Et ensuite, ça va vous montrer, vous informer sur les études qu'il faut faire pour arriver à ce métier. Et ces études matchées avec les écoles qui dispensent justement les diplômes pour accéder au métier. Ah oui, donc vous présentez aussi les écoles que l'élève peut Absolument. Et ça, c'est une possibilité. Soit vous n'avez pas d'idée en tête précise. Je pense notamment aux collégiens qui s'interrogent, qui veulent faire beaucoup de choses. Si vous n'avez pas d'idée précise, eh bien, vous allez rentrer, on va vous proposer de créer votre avatar qui va être votre futur moi. C'est-à-dire, votre avatar va vous dire, on va se projeter dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, c'est ton futur professionnel. Il va vous poser des questions au travers d'un chatbot, et ces questions, ça dure à peu près 1 minute, vont matcher avec votre personnalité au travers des réponses que vous allez apporter. Okay. Ça va vous donner des métiers, on va vous dire, vous êtes compatible à 95% avec ce métier, 80%, 70%, 60%, etc. Vous choisissez le métier, et comme sur le premier module, eh bien, ça va vous mettre toutes les formations et les écoles qui vont permettre d'arriver au métier qui est proposé. Et c'est quel type de questions, pardon, pour que je comprenne bien, qui sont posées par mon futur moi? Bien sûr, on va vous demander si vous aimez vivre à la campagne ou en ville, si vous aimez le contact, si vous voulez être indépendant, salarié, etc. Donc voilà, ce sont des questions un peu générales, mais certaines aussi assez précises, parce qu'on vous demande où vous en êtes. Est-ce que vous êtes en 6e? Est-ce que vous êtes Bac+6 ou autre? Oui, parce ça change finalement, tout, effectivement. Voilà. Et effectivement, ça peut s'adresser aussi à des gens qui s'interrogent sur leur métier existant en se disant pourquoi je ne changerai pas de voie demain et pourquoi je ne découvrirai pas d'autres métiers. Peut-être que j'ai possibilité d'y accéder. Un père dit à son fils, réussis, mais ne me trahis pas. Et ça aussi, il y a le poids
de toutes les attentes familiales. On a brièvement dit celle de votre père quand vous arrivez. Et ça, c'est terrible à porter quand même aussi pour des enfants, des adolescents. Oui, et puis souvent, en fait, on omet un peu de dire que les projets de migration sont très fortement liés à des projets d'ascension sociale de la part des parents, des pères, parfois des mères. Et donc, en fait, il y a des fortes attentes qui pèsent sur les enfants dans ces quartiers. Ils doivent réussir parce que le poids de l'exil, le sacrifice aussi de l'exil, c'est pour les enfants. C'est pour les enfants, pour qu'ils aient un meilleur destin. Et donc, du coup, il faut réussir à l'école. Et ça, c'est des choses qui ont déjà été bien montrées par la sociologie et par la sociologie des classes populaires notamment. Hein. En même temps, quand on réussit, on change de milieu social, on change de classe sociale et ça peut engendrer une certaine culpabilité. Oui, ceux qu'on appelle les transfuges de classe depuis quelques années. On en parle beaucoup. On en parle beaucoup. Donc, il y a des enjeux de trouver une forme d'équilibre. Comment rester quand même fidèle à ceux dont ne pas se renier. D'où l'on vient, ne pas se renier, ne pas trahir le père, ne pas trahir les pères, dans le cas justement de la force de ces groupes d'appartenance. Il faut trouver une manière de faire et il le fait aussi à travers son association de quartier. Voilà pour le ZAP. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir regardé ce grand JT. Merci Emma d'avoir partagé cette actualité, d'avoir été là pendant 2 jours, 3 jours. 2 jours, ça vous a paru long? Ça m'a paru long, mais c'est trop court. Le temps passe trop vite à vos côtés. Merci d'avoir été avec nous. À la réal aujourd'hui, c'est Romain Luc, Thibaut Goury-Lafont au son, au maquillage, Laure Audemont, Laura Girard et Emma Ferré. À la rédaction, vous avez les 2 casquettes aujourd'hui, c'est génial. Je suis partout. On vous appelle Inspecteur Gadget, 2 casquettes, voilà. Bon, je sais pas, j'ai des références un peu vieilles aujourd'hui. Et passez une très bonne journée, très bonne soirée et à bientôt, à demain. Au revoir.